Précédemment, dans Le mystère de la matière. Il réalisait que quelque chose de fondamentalement différent se passait. Cet air est en quelque sorte un super air. Comment pouvais-je expliquer cela? Ce sujet est destiné à apporter une révolution en physique et en chimie. La découverte de l'oxygène a servi de déclencheur pour une course mondiale dans la découverte de ces nouveaux éléments. Davy avait trouvé un nouvel outil puissant pour la découverte de nouveaux éléments, la batterie. Rien n'encourage autant l'avancée de la connaissance qu'un nouvel instrument. Eh bien, chers amis. La plupart de l'argent récolté pour le mystère de la matière, la recherche des éléments, a été fourni par la Fondation nationale pour la science, où les découvertes ont commencé. L'argent supplémentaire récolté provient dédié à renforcer le futur de l'Amérique au moyen de l'éducation et de ce qui suit. Un des tours de magie dans la boîte à outils du chimiste est appelé le test à la flamme. Il y a plus de 1000 ans, les alchimistes arabes découvrirent que chaque substance avait une couleur caractéristique quand elle brûlait. Mais à mesure que le nombre d'éléments augmentait, le test était de moins en moins utile. Parce que certains éléments avaient des couleurs tellement similaires qu'il était difficile de les différencier. Un jour, en 1859, un chimiste allemand nommé Robert Bunsen décrivit ce problème à son ami physicien Gustav Kirchhoff. Quelques jours plus tard, Kirchhoff vint au laboratoire de Bunsen avec un appareil constitué de 2 lunettes, une boîte en bois et un prisme. Ils se servirent de la dernière invention de Bunsen, le bec Bunsen, pour chauffer leurs échantillons. La lumière de l'élément qui était en train de brûler passait à travers le tube de la lunette pour arriver au prisme. Ce dernier séparait la lumière en un spectre de couleurs. Ce qu'ils découvrirent quand ils regardèrent à travers l'oculaire était une révélation. Vous voyez une multitude de lignes brillantes et nettes avec une longueur d'onde très spécifique chacune. Et cette disposition des lignes est différente pour chacun des éléments. C'est comme si chacun des éléments avait son propre code barre. C'est une unique façon de dire « c'est cet élément et pas un autre ». Tout comme la batterie de Humphrey Davy, le spectroscope donna un coup d'envoi à une nouvelle époque dans la découverte des éléments. En commençant par le césium et le rubidium, découverts par Bunsen et Kirchhoff eux-mêmes. Rapidement suivis par le thallium et l'indium, découverts par d'autres chimistes qui s'emparèrent donc de ce nouvel outil. Les astronomes aussi s'emparèrent de cette nouvelle technologie, en dirigeant le spectroscope vers le ciel. En réalité, il y a un élément que l'on trouva en premier en regardant vers le Soleil et qu'on ne savait pas être présent sur Terre. C'était l'hélium. D'ici le milieu du 19e siècle, il y avait eu une explosion du nombre de nouveaux éléments trouvés, et c'était passionnant, mais cela mena aussi à une sorte de belle pagaille. Il ne semblait pas y avoir d'ordre ni de raison à cela. La chimie ressemblait à un jardin abandonné, une jungle d'informations déconcertantes. Les êtres humains aiment rendre les choses simples, et l'une des raisons d'être du monde scientifique est d'apporter de l'ordre dans ce qui semble être le chaos, de rendre simple ce qui est complexe. Mais le nombre toujours grandissant d'éléments trouvés, au nombre de 63 à cette époque, annonçait aux chimistes tout sauf de la simplicité. Cela promettait plutôt toujours plus de variété, sans en voir la fin. Combien y avait-il d'éléments? Est-ce que ça allait continuer pour toujours? La personne qui allait enfin apporter de l'ordre aux éléments était un jeune professeur de chimie russe nommé Dmitri Mendeleïev. Il ne cherchait pas à être un sauveur, il était simplement en train d'organiser le carnet qu'il écrivait. Mais pendant qu'il essayait de venir à bout de ce problème, un week-end de 1869, Mendeleïev allait faire une découverte qui allait marquer des générations.
le tableau périodique des éléments. De nos jours, il est accroché dans toutes les salles de classe dans le monde. C'est une des images les plus familières de la science. Mais derrière cette image se tient une fascinante histoire jamais racontée. Qui était cet homme et comment l'avait-il fait? Mendeleïev avait été récemment nommé comme professeur à l'université de Saint-Pétersbourg, une véritable institution de la capitale impériale russe de l'époque. Mais y aller avait été un improbable voyage vis-à-vis de ses modestes origines. Mendeleïev est né à Tobolsk en Sibérie, ce qui est en gros en plein milieu de la Russie. Si vous regardez ça sur une carte, c'est au milieu de nulle part, dans la Russie impériale. Son père, le directeur du lycée local, est devenu aveugle l'année de la naissance de Dimitri, laissant la mère de Dimitri venir en aide et élever seule environ 12 enfants. Maria Mendeleïev consentit quelque chose de spécial chez son plus jeune fils. Alors, en 1849, elle se mit en route avec son fils de 15 ans pour un voyage de 2500 km afin de trouver une école qui l'accepterait. Son moyen de transport est un traîneau tiré par un cheval. Comme la plupart des étudiants des provinces, Dimitri était dirigé vers Moscou, mais il trouva une place à Saint-Pétersbourg, dans l'école de formation des professeurs où son père était allé. Épuisée par le voyage, Maria décéda quelques mois plus tard. Elle m'a amené hors de la Sibérie et a sacrifié le reste de son argent, sa vie, pour que je reçoive une éducation. J'ai appris d'elle que c'est grâce au travail, et non pas par les mots, que nous devons chercher les vérités divines et scientifiques. La vérité scientifique était hors de portée de n'importe quel jeune étudiant chimiste au milieu des années 1800. Il y avait de profonds désaccords dans le domaine à propos des concepts les plus basiques, particulièrement au niveau du poids atomique des éléments. La plupart des chimistes pensaient que chaque élément avait sa seule sorte d'atome, et depuis le début du XVIIIe siècle, ils étaient en train de travailler pour déterminer le poids de chaque élément. C'est une façon de savoir comment distinguer un élément d'un autre. C'était déterminant de comprendre quel était le poids atomique correct de chacun des éléments. Tout le monde était d'accord pour dire que l'hydrogène, l'élément le plus léger, devait être associé à un poids de 1, et que les éléments plus lourds auraient proportionnellement des poids plus importants. C'est là où l'accord entre scientifiques se terminait. Est-ce que le carbone pesait 6 ou 12? Est-ce qu'il pesait 4? Ça dépendait à qui vous parliez et à quel moment vous leur parliez. À la fin des années 1850, les gens étaient incroyablement embrouillés. C'était une situation insupportable. Il fallait faire quelque chose. Espérant remettre de l'ordre à tout ça, les chimistes organisèrent leur première rencontre internationale, tenue à Karlsruhe, en Allemagne, en 1860. Mendeleïev, étant un jeune étudiant entreprenant, va à cette rencontre et entend un discours très important d'un chimiste italien, Stanislao Cannizzaro. Cannizzaro présenta un exemple convaincant concernant un nouveau système uniforme de poids atomiques. Je me rappelle encore l'impression de puissance que Cannizzaro m'a faite. Il semblait prôner la vérité elle-même. Après cette rencontre, quelque chose de stupéfiant commence à se passer. Quelques années après le congrès, vous commencez à voir différentes tentatives d'organiser les éléments, qui sont toutes basées sur les poids relatifs évoqués à Karlsruhe. Un géologue français ordonna les éléments connus en une spirale enroulée autour de l'extérieur d'un cylindre, à la façon des rayures sur une enseigne de barbier. Il trouva que les éléments avec des propriétés similaires tendaient à s'organiser en colonnes. Un chimiste anglais arrangea les éléments en fonction de leur poids atomique dans des rangées de 7 et trouva que leurs propriétés se répétaient comme des notes de musique séparées d'un octet. D'ici la fin des années 1860, 5 scientifiques européens différents avaient une petite idée d'un ordre caché parmi les éléments. Mais personne n'était capable de véritablement résoudre ce puzzle. Les choses en étaient à ce stade quand Mendeleïev obtint finalement un poste de professeur à l'université de Saint-Pétersbourg. Une de ses responsabilités dans son nouveau travail était d'enseigner les rudiments de la chimie. Il doit enseigner à cette classe de plusieurs centaines d'étudiants et il doit leur donner un manuel scolaire. Il n'y a aucun manuel d'université en langue russe à jour de disponible pour ses étudiants. En conséquence, Mendeleïev entreprit d'écrire le sien. Les principes de la chimie en 2 volumes. Il acheva le premier volume en 1868 et, le 14 février 1869, il envoya à son éditeur les 2 premiers chapitres du volume 2.
Il était pressé de le terminer parce qu'il était en train de lutter pour joindre les deux bouts. Il n'a pas encore touché d'argent du manuel, parce qu'il n'a pas terminé son écriture. Il doit nourrir sa famille et leur permettre de s'habiller. Il a une femme et 2 enfants à ce moment-là. Alors, il cherche constamment à gagner davantage d'argent. Pour gagner un peu plus d'argent, Mendeleïev prévit de prendre le lundi comme jour de repos pour être consultant pour une entreprise de fabrication de fromage. Mais il avait une idée en tête. Son éditeur attendait le prochain chapitre de son manuel 2 semaines plus tard et il ne s'était toujours pas décidé à organiser le reste de son livre. Dans la plupart de son premier volume, Mendeleïev avait parlé en détail de quelques-uns des éléments ordinaires comme l'hydrogène et l'oxygène. Vous apprenez beaucoup en chimie, mais le rythme est lent. Le volume 1 ne contient que 8 éléments, parmi les 63 qui étaient connus à l'époque. Quand il s'agit d'écrire le second volume de son manuel, Mendeleïev se rendit compte qu'il valait mieux qu'il trouve un principe d'organisation des éléments plutôt rapidement, parce qu'il devait parler des 55 autres éléments. À partir du moment où j'ai entrepris d'écrire un livre, appelé « Les principes de la chimie », j'ai senti que je devais établir un système de classification des éléments. Un système qui n'était pas basé sur le hasard ou des suppositions, mais sur une sorte de principe. Le problème le préoccupa tout le week-end. Il est en train d'essayer de trouver un moyen d'utiliser autant de pages que dans son premier volume pour parler d'une 50aine d'éléments en plus. Il ne pouvait pas développer autant, même si c'était utile. Mendeleïev s'était déjà confronté à l'idée de se concentrer sur des familles entières d'éléments plutôt que de les traiter individuellement. Les chimistes savaient depuis longtemps que certains éléments se ressemblaient, tout comme se ressemblent les membres d'une famille. Vous pouviez dire que les gens étaient liés les uns aux autres parce qu'ils avaient le même type de visage. Ils ont le même nez, ils ont la même couleur au niveau des yeux, il y a quelque chose en commun et cela est très semblable concernant les familles d'éléments chimiques. Ils ont tendance à réagir avec les mêmes types de substances. Mendeleïev avait terminé le volume 1 avec 2 chapitres à propos d'une famille très connue, les halogènes, composés des éléments chlore, fluor, brome et iode. Il commença le volume 2 de la même façon avec des chapitres sur le sodium, potassium et le lithium, une famille appelée les métaux alcalins. Il se rendit compte qu'une famille d'éléments est une bonne façon d'organiser les choses, ainsi vous pouvez faire plus avec moins d'espace. Le problème était qu'il n'y avait pas de famille évidente sur lesquelles se tourner par la suite. Pour se donner un indice des éléments qui pourraient être groupés ensemble, Mendeleïev regarda de plus près les 2 familles qu'il avait déjà. Et de cette façon, il remarqua quelque chose plutôt extraordinaire à propos des éléments. Il regarde le poids atomique du lithium et du sodium. Il s'intéresse à la différence entre eux. Et ensuite, il fait la même chose avec le fluor et le chlore. Il remarque que ces 2 différences sont très proches l'une de l'autre. Était-ce juste une coïncidence ou un indice ? Enthousiaste, Mendeleïev écrivit les éléments les plus légers ainsi que le poids atomique de chacun. Après 7 éléments, il s'arrêta et continua à écrire au-dessous, tout en gardant sur une même colonne les éléments qui avaient des propriétés chimiques semblables. Le motif numérique continuait à être valable. L'œil est immédiatement attiré par une suite logique, une variation régulière du poids des éléments selon les lignes et les colonnes. Il remarque qu'il y a une régularité dans les différences de poids. Autrement dit, les changements qui arrivent à l'intérieur d'une famille arrivent de manière régulière d'une famille à l'autre. Et c'est l'indice fondamental qui l'amène à penser comment organiser tous les autres éléments. Mendeleïev avait commencé le week-end en essayant de résoudre le problème de ce qu'il allait bien écrire à la suite de son livre. Mais à la suite de ce moment de révélation, il laissa tout tomber et déversa toute son énergie pour révéler un principe absolument fondamental de la nature. Quand il avait une idée, il ne pouvait plus s'en défaire. Il commence à mettre en place cette organisation. Il essaie de résoudre les points durs, les choses qui ne paraissent pas avoir du sens. Je peux peut-être enlever cet élément et le remplacer par celui-ci. Devrais-je changer le poids atomique? Dois-je reconsidérer leurs propriétés? Les questions que soulève ce puzzle intellectuel se sont simplement emparées de lui. Le défi auquel se confrontait Mendeleïev était semblable à l'une de ses distractions préférées. Le jeu de cartes appelé Patience, dont le but est de disposer correctement les cartes par couleur et valeur. Ce processus de garder plusieurs variables en tête est en quelque sorte analogue à la façon dont Mendeleïev réfléchissait.
Il commença en considérant à la fois l'augmentation progressive du poids atomique et les liens qu'ils avaient entre eux au niveau des propriétés chimiques dans le but de construire un tableau en 2 dimensions. Mendeleïev ne s'est pas contenté de disposer les éléments connus par ordre croissant de poids atomique. Quand l'élément suivant ne semble pas avoir les propriétés qu'il est supposé avoir, il passe au suivant et laisse un blanc. Il a l'audace de suggérer qu'il y aura un jour un élément qui occuperait cette place libre. Les quelques brouillons qui restent de la lutte intellectuelle de Mendeleïev ce week-end-là révèlent qu'il a quelquefois disposé les familles chimiques en ligne plutôt qu'en colonne. Mécontent de cette ancienne tentative de construction d'un tableau, il bougea la famille des alcalins plus bas dans son brouillon suivant, mais il garda ensemble les éléments de cette famille. Mendeleïev ne bouge pas individuellement les éléments, mais il les bouge en blocs, c'est-à-dire comme des morceaux préassemblés dans un puzzle. Le lundi matin, quelqu'un arriva pour amener Mendeleïev à la gare en traîneau dans le but de rejoindre l'entreprise de fabrication de fromage. Il était très impliqué dans la constitution de son tableau, mais était toujours en train de lutter pour que tous les morceaux rentrent au bon endroit. Nous savons cela car un des morceaux de papier qui a survécu au temps est une lettre distribuée ce matin-là concernant des aménagements vis-à-vis de l'entreprise de fromage. Et au dos de cette lettre, qui porte encore la tâche faite par une tasse, Mendeleïev a esquissé quelques symboles et a mené quelques calculs simples. Il s'intéresse aux différences de poids atomiques. Ainsi, il était toujours en train de travailler sur le sujet, même après s'y être confronté pendant tout le week-end. Les brouillons du tableau de Mendeleïev montrent de toute évidence le combat qu'il menait. À l'arrière de la page, il donne la liste des éléments à ranger. Pendant qu'il remplit le tableau sur cette page, il raye les éléments. De la même façon que vous et moi le feriez. On peut voir les efforts réalisés sur cette page. Il fait des erreurs, il les corrige, c'est plein de rayures, de choses qui ne correspondent pas exactement. Il s'agit d'un être humain qui essaie de comprendre le monde dans lequel il vit. Heure après heure, Mendeleïev resta travailler sur son tableau, ratant les trains les uns après les autres. Finalement, il renvoya la personne qui l'attendait avec son traîneau. Les fabricants de fromage allaient attendre. Alexandre Alexeev приехал. Dans l'après-midi, un invité le trouva bouleversé, incapable de saisir l'ordre des éléments qu'il savait exister, mais qui restaient hors de portée. Plus tard dans la journée, Mendeleïev fit un choix qui allait fixer sa pensée. Les éléments impliqués dans ce problème étaient l'iode et le tellure. L'iode est un peu plus léger que le tellure, alors il devrait être rangé en premier. Mais Mendeleïev regarde cela et dit « Ok, si je mets l'iode en premier, il est dans la mauvaise famille. L'iode est un halogène, la famille rangée dans la ligne juste au-dessous. » S'il se borne à cette règle du poids atomique, il sortirait un élément d'une famille dont il appartenait de manière évidente. Ainsi, il décide de déplacer en premier l'élément le plus lourd, le tellure. Cela le préoccupait toujours de placer l'iode après le tellure, alors que l'iode était plus léger. Cela met un terme à l'ordre des éléments par poids atomique, mais cela conserve les ressemblances dans les familles, ce qui est plus important que l'accroissement du poids atomique seul. Avec ce principe établi, Mendeleïev fonça vers la fin de son tableau. Plus il passait de temps à travailler dessus, et plus le tableau avait de sens. Finalement, ce soir-là, Mendeleïev termina son tableau. Avant son départ le jour suivant, il commanda 200 impressions et les envoya aux principaux chimistes européens. Avant de partir pour l'entreprise de fromage, Mendeleïev savait qu'il était sur une affaire extrêmement importante. Je pense qu'il se rendit compte ce jour-là qu'il avait résolu ce mystère. Avec quelques modifications que Mendeleïev fit peu après, son brouillon de 1869 s'identifie facilement comme le tableau périodique des éléments. Incomplet, mais sans ambiguïté.
Dans le tableau qu'il publia, Mendeleïev laissa des espaces pour les éléments qu'il pensait manquer. Il ne laissa pas seulement des espaces, mais il suggéra aussi un poids atomique approximatif pour ce futur élément. Et le fait que Mendeleïev est déjà en train de réfléchir de cette façon, dès ce premier week-end, c'est le signe comme quoi il pense qu'il y a quelque chose de plus profond ici. Mendeleïev était convaincu que son tableau était plus qu'une façon pratique de ranger les éléments. Il était convaincu qu'il avait découvert une loi de la nature, que les propriétés des éléments étaient déterminées par leur poids atomique, et surtout par un motif régulier et périodique du début à la fin du tableau. C'est périodique parce que les propriétés des éléments se répètent de manière régulière. Quand vous passez d'une route à l'autre et que vous revenez où vous étiez, les éléments dans la même colonne ont des propriétés semblables. Il avait un sentiment presque mystique que c'était comme ça dans la nature et que ce n'était pas vraiment une invention de l'être humain, comme une découverte. Étant donné l'incroyable régularité de son tableau, Mendeleïev ne se résolvait pas à croire que la nature ait pu laisser des espaces libres. Les lois de la nature n'autorisent aucune exception. Il doit y avoir un élément que l'on n'a pas encore découvert. Allons le découvrir. Et il était assez téméraire pour dire que non seulement un élément manquait, mais aussi de prédire que... La loi périodique ne nous permet pas seulement de prédire quel nouvel élément va être trouvé, mais aussi de déterminer à l'avance leurs propriétés chimiques et physiques. En 1871, Mendeleïev publia un article qui faisait des prédictions à propos des 3 éléments manquants, en se basant sur les propriétés de leurs voisins dans le tableau. Les chimistes n'avaient pas l'habitude de faire des prédictions de quelque sorte qu'ils soient, encore moins avec ce degré de spécificité. Ces prédictions sont remarquablement précises, et c'est assez audacieux de la part de Mendeleïev de les publier. 4 ans plus tard, un chimiste français trouva un nouveau métal si mou qu'il fondait dans sa main. Il l'appela le gallium. Ça semblait être un bon endroit pour remplir la case vide sous l'aluminium, mais sa densité ne correspondait pas aux prédictions de Mendeleïev. Il envoya un courrier au Français pour qu'il vérifie ces données. Alors, vous pouvez imaginer ce Français en train de tenir cet élément dans ses mains, écoutant ce Sibérien qui n'a jamais vu l'élément, osant lui dire qu'il avait fait une erreur. Mais sans surprise, quand le Français revérifia ses mesures, Mendeleïev avait raison. Alors, non seulement Mendeleïev avait prédit l'élément, mais connaissait les propriétés de celui-ci mieux que celui qui l'avait découvert ne les connaissait. Pendant 15 ans, les 3 prédictions détaillées sont découvertes et cela propulse Mendeleïev au statut de superstar de la chimie. Je n'ai jamais pensé être vivant pour voir mes idées vérifiées. J'avais tort. Mais, en 1894, 2 scientifiques britanniques firent une découverte qui menaça d'effondrer l'édifice si minutieusement bien construit de Mendeleïev. Ils trouvèrent un nouveau gaz qu'ils nommèrent argon, qui ne semblait pas trouver sa place dans le tableau. Quand Lord Rayleigh et William Ramsay découvrirent l'argon, ça posait un problème, ça remettait en question de manière importante le tableau périodique lui-même. La première réaction de Mendeleïev à propos de tout ce qui était opposé au système était de se montrer hostile et méfiant. Et Mendeleïev, par conséquent, décide que ce n'est pas un élément. Il y a beaucoup de raisons qui mènent à penser cela. Premièrement, ça ne réagit avec rien. Les chimistes ne pouvaient pas s'en servir, c'était inerte. Il ne se comportait comme aucun gaz que l'homme avait jusque-là découvert. Et deuxièmement, il n'a pas de place dans le tableau. Alors comment peut-il exister? Les histoires devinrent pires quand Ramsay annonça qu'il avait aussi isolé l'hélium. 30 ans après avoir été d'abord détecté dans le Soleil, c'était de façon certaine un élément et lui aussi n'avait pas de place dans le tableau. Et juste 3 ans plus tard, le groupe de recherche de William Ramsay découvrit 3 nouveaux gaz rares, le krypton, le xénon et le néon. Ils affichent les mêmes propriétés, ils sont tous des gaz inertes et ils montrent la même augmentation de poids atomique entre eux que celle des éléments des autres familles. Et cela changea la situation radicalement. Ce qui commença comme une unique anomalie, un unique puzzle, ressemblait maintenant à un groupe d'éléments. Maintenant, nous pouvons voir que l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon sont aussi étroitement liés entre eux que les autres éléments le sont dans n'importe quel autre groupe. Et ainsi, Mendeleïev fait la plus grande révision du système qu'il n'a jamais faite. Il rajoute une nouvelle colonne, et c'est la famille des gaz nobles. Mon système périodique n'en est aucun cas blessé par ces découvertes. En fait, elles le confirment
et le renforce. Ça se révéla être une justification du système périodique. Cette découverte n'en était rendue que plus importante. Le tableau de Mendeleïev apporta enfin de l'ordre à ce jardin indiscipliné de la chimie. Après Mendeleïev, on pouvait voir que chaque élément avait une place. C'était un imposant motif qui fonctionnait. La chimie n'était pas juste une chose après une autre, des substances au hasard que l'on déterrait de la terre. Elles sont reliées les unes aux autres d'une façon riche et complexe. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère en chimie, en s'approchant d'une nouvelle compréhension de la nature des éléments, encore mystérieuse à ce jour. Pendant que le 19e siècle touchait à sa fin, la capacité du tableau périodique à rassembler les éléments contribua à un sentiment grandissant comme quoi le travail de la science était à peu près terminé. La plupart des briques de la nature avaient été trouvées, mesurées et listées. Les chimistes étaient d'accord pour dire que ces éléments avaient été et seraient toujours les mêmes, à jamais fixés, immuables. Tout ce qui restait à faire était de remplir les quelques espaces vides restants. Ou c'est ce qui paraissait. En fait, leur sentiment de satisfaction excessif était sur le point de voler en éclats par quelque chose et quelqu'un complètement inattendu. Elle était la révolutionnaire la plus improbable. Une étudiante diplômée en Pologne, une femme qui avait quitté son pays pour assouvir sa passion pour le monde de la science à Paris. En à peine 4 ans, ces découvertes ont transformé notre compréhension de la matière et l'ont élevée au rang de femme la plus célèbre au monde. Elle travaillait sur quelque chose qui était assez obscur et le transforma en grand succès. De nouveaux éléments, de nouvelles propriétés et une toute nouvelle façon de voir le monde. Le monde allait la connaître sous le nom de Marie Curie, mais son nom de naissance était Maria Sklodowska. Elle naquit dans une famille patriote polonaise à une époque où Varsovie était sous domination russe. La Pologne avait été rayée de la carte. Il était interdit aux habitants de parler leur propre langue ou de raconter leur propre histoire. Mais la famille de Marie brava secrètement l'interdit du tsar. Elle parlait polonais à la maison et récitait des poésies patriotiques pour préserver leur héritage polonais. Marie avait pris l'habitude de cracher au pied d'un obélisque érigé en honneur des Russes qui se trouvait sur le chemin de son école. Ainsi, vous pouvez voir que Marie a apprit tôt à être une combattante et une résistante. Marie, étant la fille de 2 professeurs, elle excellait en sciences et en mathématiques. Mais dans la Pologne sous domination russe, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université, encore moins de devenir scientifiques. Très peu d'endroits en Europe ou ailleurs laissaient la possibilité aux jeunes femmes d'étudier la science. Un des endroits où elles pouvaient effectivement le faire était Paris. Mais à cause du fait que sa famille était trop pauvre pour l'y envoyer, Marie dut d'abord travailler 6 longues années comme gouvernante pour aider financièrement ses sœurs aînées à payer leurs études. Seulement à 24 ans, eut-elle enfin une opportunité. Elle attendait son tour et n'abandonnait pas. Quand ce le fut, elle sauta sur l'occasion. J'étais perdue dans la grande ville. Mais le sentiment de vivre là-bas seule, en étant autonome, ne m'a pas du tout oppressée. J'avais longtemps attendu cette opportunité. Paris, dans les années 1890, ne ressemblait à aucun autre endroit au monde. Une vitrine vivante pour les splendeurs de la science et de la technologie. La ville se vantait de telles merveilles comme les tramways électriques ou encore les standards téléphoniques. Dans les laboratoires de Louis Pasteur, les scientifiques venaient à bout de maladies qui avaient gangréné l'humanité pendant des siècles. Les frères Lumière agitaient les foules avec leurs nouvelles inventions, des images qui bougeaient vraiment. Et s'élevant au-dessus de tout ça, la Tour Eiffel, flambant neuve, qui allait rester la plus grande structure du monde pendant presque 50 ans. C'était Paris, une sorte de capitale mondiale intellectuelle, technologique et artistique. C'est l'endroit où l'ère moderne est née. Elle ressentait ce sentiment précieux de liberté, elle pouvait dire ce qu'elle voulait, aller où elle le voulait. Elle profitait de tout et adorait. Tout ce que je voyais et apprenais était un régal pour moi. J'avais seulement un regret. Les jours étaient trop courts et passaient trop vite.
En prenant la forme française de son prénom, Marie, elle s'inscrivit à la prestigieuse Université de la Sorbonne à Paris, où elle put étudier aux côtés des piliers de la science française. L'un d'entre eux était Gabriel Lippmann, un futur gagnant du prix Nobel. Un autre était Henri Poincaré, un des mathématiciens principaux du XIXe siècle. Un des professeurs de maths de Marie était un alpiniste, un autre était un aviateur. C'étaient des gens incroyables, des scientifiques qui avaient des vies palpitantes. Un nouveau monde s'était ouvert à moi, le monde de la science, que je pouvais enfin découvrir en toute liberté. Marie termina première de sa promotion en physique et grâce à l'aide du professeur Lippmann, elle reçut une bourse pour faire des recherches sur le magnétisme. Un ami lui suggéra de contacter un physicien français qui avait étudié le sujet et qui aurait peut-être de la place pour l'accueillir dans son laboratoire. Cette rencontre allait changer sa vie. Pierre Curie me paraissait très jeune, même s'il avait 35 ans à l'époque. Je pense que ce fut plutôt électrique depuis le début. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre photographie. Je l'ai montrée à mon frère Jacques. Est-ce que j'avais tort de le faire? Il vous trouve très jolie, mais il a aussi dit « Elle a une apparence très particulière, même un peu obstinée ». Pierre Curie était un excellent chercheur, mais il n'avait jamais pris la peine de terminer sa thèse et se contentait d'enseigner à l'université industrielle. Il était réservé, modeste et timide. C'était quelqu'un de très différent. Il avait fait ses études à domicile, lui et son frère Jacques, grâce à leur père, extrémiste en politique. Dans une photographie de famille, vous le voyez avec son frère. Sa tête s'appuie sur sa main. C'est une attitude pensive, comme s'il était en train d'avoir une vision profonde. Pierre était un homme de pensée et pas un homme d'action. Mais il était galvanisé par cette jeune femme et lui courut après comme s'il n'avait rien d'autre dans sa vie. Ça pourrait être quelque chose de merveilleux si nous pouvions passer nos vies l'un auprès de l'autre, fidèles à nos rêves en science, où chaque découverte, aussi petite soit-elle, perdure. Marie fit face à un dilemme quand Pierre la demanda en mariage. Elle avait prévu de recevoir une éducation de premier choix à Paris et de revenir ensuite dans son pays bien-aimé pour enseigner et s'occuper de son père qui devenait âgé. Sa mère mourut tôt de la tuberculose et il s'attendait à ce que Marie revienne. Maintenant, ce jeune homme ardent lui offrait une vie excitante, une vie de scientifique. Prendre cette décision signifiait abandonner ma famille et mon pays. Marie eut tous ses sentiments de responsabilité pour son père, pour sa famille et ensuite pour la Pologne en plus de ça. Finalement, leur dévouement réciproque et envers la science vainquirent la résistance de Marie. Elle écrivit à un de ses amis « Le destin nous a rassemblés et nous ne supportons pas d'être séparés ». Les jeunes mariés partirent pour une lune de miel à vélo après une cérémonie de mariage toute simple en 1895. En 1897, même en ayant une petite fille dont prendre soin, Marie aspira à obtenir ce qu'aucune autre femme n'avait jamais reçu en France, un doctorat en physique. À l'époque, le monde était en effervescence et s'enthousiasmait d'une nouvelle découverte. Des rayons mystérieux qui avaient le pouvoir de voir à travers des objets solides. Vous pouviez appliquer ce procédé, voir les os à travers vos mains. C'est comme si vous aviez des lunettes magiques qui vous font voir à l'intérieur des créatures vivantes. Et ça laisse au public libre cours à son imagination. Les médecins virent immédiatement les rayons X comme un inestimable outil de diagnostic. Il y avait aussi un grand flot d'excitation au niveau des scientifiques. Durant la première année après cette découverte, il y eut un millier d'articles scientifiques qui furent publiés, rédigés quand l'ensemble de la communauté de physique ne comptait qu'environ seulement 1000 membres. Mais avec tant d'autres personnes faisant des recherches sur les rayons X, Marie sentit que ce serait difficile d'apporter une contribution originale. Ainsi, elle choisit un sujet de travail où il y avait moins de concurrence. En fait, aucune concurrence. Juste une année plus tôt, un physicien français nommé Henri Becquerel avait découvert un type de rayon différent libéré par l'élément uranium. Ces rayons uraniques étaient si puissants qu'ils pénétraient un papier noir épais et créaient une image sur une plaque photographique. Mais les images étaient loin d'être aussi frappantes que celles créées par les rayons X, et elles ne semblaient pas avoir de valeur pratique.
Ainsi, après avoir écrit quelques publications sur cette curiosité scientifique, Becquerel abandonna le sujet, pensant qu'il en avait fait le tour. Marie, quant à elle, pensa que c'était un incroyable sujet sur lequel travailler, tout particulièrement en tant que doctorante. Le sujet était très intéressant pour moi, parce que c'était entièrement nouveau. Peu de choses avaient été écrites dessus. Il y avait une autre raison pour laquelle les rayons uraniques de Becquerel plurent à Marie. Elle avait repéré un indice qui pourrait en révéler davantage sur eux. Comme vous pouvez le voir, l'air est normalement un faible conducteur d'électricité. Le courant ne peut pas sauter ce fossé. Ainsi, l'ampoule ne s'allume pas. Mais Becquerel s'était rendu compte que les rayons uraniques avaient le pouvoir mystérieux de charger l'air autour d'eux, permettant à l'électricité de passer partiellement au-dessus du fossé. La quantité d'électricité était incroyablement faible, environ 1/1000 de milliardième de l'électricité nécessaire à l'allumage de cette petite ampoule. Aucun compteur de l'époque ne pouvait le mesurer. Mais Marie avait une arme secrète que Becquerel n'avait pas. Directement dans le propre foyer de Marie se trouvait peut-être l'expert mondial pour mesurer de minuscules effets électriques de très faible ampleur. Les deux réunis, Pierre et Marie Curie, créèrent cet instrument plutôt très ingénieux pour mesurer ces effets électriques très délicats dans leurs échantillons. Ils placèrent une fine couche d'uranium sur une plaque de métal et chargèrent ensuite une batterie. Comme prévu, l'électricité fuita légèrement et rejoignit la plaque supérieure. Pour mesurer ce minuscule courant, les Curie allaient utiliser ce deuxième appareil afin de créer une quantité équivalente d'électricité. À l'intérieur de celui-ci se trouvait un cristal très spécial qui générait lui-même sa propre petite charge grâce à un phénomène appelé piézoélectricité. Plus de 20 ans plus tôt, Pierre et son frère Jacques avaient découvert que certains cristaux libéraient de l'électricité sous l'effet d'une pression. La quantité d'électricité, quand vous appuyez ou que vous étirez ce cristal, dépend précisément de la force que vous exercez sur le cristal. Cela signifie que vous avez un moyen de faire des mesures très sensibles de courant électrique très faibles. En plaçant le poids sur le plateau plus bas, Marie étirait le cristal piézoélectrique dans l'appareil. Ensuite, en relâchant doucement la tension, le cristal reprenait petit à petit sa forme de départ. Marie pouvait ainsi générer une charge qui s'annulait exactement avec celle qui provenait de son échantillon d'uranium. Voilà, c'est très bien. Elle pouvait affirmer que les deux charges étaient égales en intensité quand la tâche de lumière de ce troisième instrument se trouvait à 0 sur l'échelle. Même si ça ne semblait pas très joli, cette sorte d'engin, où il fallait tirer en même temps que mesurer, était incroyablement précis et permettait de faire des mesures comme aucun autre dans le monde. Mais l'utilisation de ces instruments demandait une concentration extraordinaire et de la dextérité. Marie relâchait très progressivement la tension sur le cristal pendant qu'elle regardait attentivement la tâche de lumière pour garder les deux charges équilibrées. Elle mesurait le temps que cela prenait pour retirer entièrement le poids hors du plateau. Plus elle retirait rapidement le poids, plus l'activité de son échantillon était importante. Voilà pourquoi, quand vous voyez des photos de Marie Curie avec cette expérience, on la voit assise avec un chronomètre. Oh, la petite étudiante. C'est très bien. Je n'avais jamais pensé être sur le point de me lancer dans une nouvelle science que Pierre et moi allions suivre pour le reste de nos jours. Jour après jour, travaillant dans un débarras exigu et non chauffé, Marie effectua ses mesures minutieusement. Elle compila des données sur l'uranium et continua en testant les autres éléments connus pour voir si un d'eux pouvait aussi électrifier l'air. Elle ne s'attendait pas à faire une quelconque découverte bouleversante. Elle pensait qu'elle faisait un travail appliqué sur un groupe entier d'éléments et qu'elle mesurait leur pouvoir. C'est exactement ce que vous attendriez d'une thèse d'un doctorant sérieux. Et pendant longtemps, les résultats furent sans intérêt. Aucun autre élément ne montrait cette étrange propriété. Les choses se déroulèrent de manière routinière jusqu'à un jour de février 1898. Et c'est ce jour-là que tout changea. Pierre, viens voir. En l'espace d'une seule semaine, Marie fit deux découvertes surprenantes. Elle trouva que l'élément thorium pouvait aussi rendre l'air plus conducteur.
C'était le premier vrai signe que ce phénomène n'était pas propre à l'uranium. C'était peut-être une propriété de la matière et pas simplement une curiosité provenant d'un élément en particulier. Il était nécessaire de trouver un nouveau terme pour définir cette nouvelle propriété de la matière. Je propose le terme de radioactivité. La prochaine surprise eut lieu quand Marie testa la pêche blinde, le minerai brut duquel est extrait l'uranium. Quelque chose était complètement faux. La pêche blinde semblait être 4 fois plus radioactive que l'uranium lui-même. Quand je trouve moi-même un résultat comme ça en tant que scientifique, ma première réaction est « j'ai fait une erreur » ou « la machine ne fonctionne pas ». Elle fit ce que ferait tout bon scientifique. Elle douta, elle se montra très sceptique et revérifia chacune des étapes de cet enchaînement. Ainsi, ma mère refit encore les mesures, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce qu'elle soit contrainte d'accepter les résultats. Avec le temps, les curés réalisèrent qu'il n'y avait pas d'erreur. Les relevés de la pêche blinde étaient justes. Cela leur fit un déclic et ils se dirent « il y a peut-être quelque chose d'autre à l'intérieur ». Ils commencèrent à suspecter très tôt qu'il y avait un autre élément dans la pêche blinde qui était en train de produire cette énorme radioactivité. Il devait y avoir des nouvelles choses sous le soleil, un nouvel élément qui n'avait jamais été découvert auparavant. Et ça doit être très radioactif, puisque c'était présent dans une si petite quantité que personne ne l'avait jamais détecté. Puisque ni Marie ni Pierre n'étaient membres de l'Académie des sciences, ils demandèrent au tuteur de Marie, Gabriel Lippmann, de distribuer le papier annonçant cette découverte. C'était un des documents les plus importants de l'histoire de la chimie, et c'était à l'époque ignoré partout. Qui était cette Marie Curie ? Elle était doctorante, elle parlait français avec un accent polonais, elle était mariée à un professeur dans une école industrielle, et c'était une femme. Cela vous impacte évidemment négativement. Ainsi, ces idées n'étaient pas adoptées parce qu'elles étaient si différentes. Mais Marie savait qu'elle était sur quelque chose d'important. Elle avait fait cette découverte palpitante, presque par accident. Et dès que Pierre réalisa l'ampleur de cette découverte, il abandonna son travail sur les cristaux et la rejoignit. Pour localiser leur élément mystérieux, Marie et Pierre soumirent la pêche blinde à une liste de procédures chimiques. Vous cassez votre roche, vous essayez de la dissoudre, vous la soumettez à toutes sortes d'autres produits chimiques. Le but est de séparer le minerai en des portions avec des propriétés chimiques différentes, tout en suivant de près le signal de radioactivité. Ensuite, elle jette tout ce qui n'est pas radioactif. Cela devient de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'elle avance dans ces étapes. Les Curie découvrirent que 2 parties distinctes de la pêche blinde, possédant des propriétés chimiques différentes, étaient tous les 2 radioactifs. Cela voulait dire que pas un, mais 2 nouveaux éléments seraient probablement cachés dans le minerai. D'ici juillet 1898, ils ont été capables d'annoncer avec certitude la découverte de ces substances. Marie, tu vas devoir lui donner un nom. L'ancienne mademoiselle Sklodowska pensa à son pays d'origine sous occupation, dont le vrai nom avait été effacé de la carte du monde. Pourrions-nous l'appeler le polonium ? Rappelez-vous, la Pologne n'était toujours pas un pays, c'était une façon de le placer sur la carte. Eh bien voilà, polonium it is. Marie tourna son attention vers le second élément mystère. Elle trouve une activité qui explose. C'est presque 1000 fois plus actif que l'échantillon d'uranium ne l'était. L'échantillon de polonium n'était pas assez pur pour mener à un unique spectre propre. Est-ce que ce nouvel élément puissant allait réussir le test ? En 1900, la spectroscopie était souvent considérée comme une référence pour identifier les matériaux avec lesquels vous travaillez. Et si Marie Curie voulait se faire entendre sur le fait qu'elle avait trouvé un tout nouvel élément, elle devait s'accorder avec les autres chimistes. Elle devait en avoir la preuve par la spectroscopie. Regardez ici. Il y a une ligne par ici. L'échantillon de Marie montra la présence de l'élément barium, bien connu, mais cela révéla aussi un motif de ligne spectrale qui n'avait jamais été observé auparavant. Une preuve formelle qu'elle et Pierre avaient trouvé leur élément mystère. Elle pouvait dire qu'elle avait un élément qui n'avait pas été encore vu, parce que les lignes spectrales étaient différentes.
Et dans le cahier, Pierre écrivit en gras le nom qu'ils donnèrent à ce nouvel élément, le radium. Mais au XIXe siècle, il y avait eu une multitude de déclarations d'éléments qui apparurent plus tard ne pas être des éléments du tout. Vous deviez faire davantage. Pour remplir les exigences de la communauté en chimie, une ligne spectrale n'était pas suffisante. Ils voulaient voir la substance elle-même, qui pouvait être pesée, mesurée. C'était important, comme vous le feriez avec n'importe quel élément, d'isoler cet élément, de le peser et de le placer dans le tableau périodique. Alors, afin d'être absolument certaine, elle devait obtenir un matériau pur, et c'est ce qu'elle entreprit de faire. C'était ma mère qui n'avait aucune crainte de se jeter dans cette tâche intimidante sans personnel supplémentaire, sans argent, sans équipement. Pour isoler rien qu'un grain de radium, Marie eut à traiter des quantités gigantesques de pêche-blinde. Un travail trop important pour son petit laboratoire. Le seul espace disponible pour ce travail était une vieille cabane remplie de courants d'air, autrefois utilisée comme pièce de dissection pour les étudiants en école de médecine. Comme le montrèrent Greer Garson et Walter Pidgeon dans le film de 1943 Madame Curie, les Curie travaillèrent sans relâche pour séparer le radium de tonnes de résidus de pêche-blinde qu'ils avaient fait venir d'une mine de Bohême, actuellement région de République tchèque. Quelquefois, je devais passer la journée entière à remuer un lourd bâton en fer, presque aussi gros que moi, dans un mélange bouillant. D'ici la fin de la journée, j'allais m'effondrer de fatigue. Et nous avons néanmoins passé les jours les plus heureux de notre vie dans cette misérable vieille cabane. Un domaine complètement nouveau nous ouvrait ses portes. Marie se rendit compte rapidement que le radium constituait une plus petite partie de la pêche-blinde qu'elle n'avait imaginé jusque-là. Moins d'un millionième d'1%. L'isoler allait être un travail énorme. La fille de Marie dit que si ça n'avait été que de la décision de Pierre, il ne serait pas passé à l'étape suivante. Le monde a vécu sans le radium jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça fait si on ne l'isole pas pendant encore 100 ans? Je ne peux pas abandonner. Il y a une passion spéciale qui va de pair avec la découverte des éléments. Et une ligne dans le spectre n'est pas suffisante. Elle cherchait à comprendre la nature, il y avait peu de choses qui pouvaient l'en empêcher. En 1902, après 4 ans de travail acharné, Marie réussit à isoler 1/100 de gramme de chlorure de radium de 10 tonnes de résidus de pêche-blinde. 4 ans pour produire une sorte de preuve que la science de la chimie exige. Tous ces efforts pour qu'elle puisse convaincre le restant des chimistes que c'était un élément authentique. Elle mesura le poids atomique du radium à 225,9, très proche de la valeur actuelle de 226. Et elle le plaça correctement dans le tableau périodique. Le radium existait officiellement. Les chimistes incrédules, et il y en a encore quelques-uns, ne pouvaient maintenant que s'incliner devant les faits, devant l'obstination surhumaine d'une femme. Ici, elle était encore seulement une doctorante et le monde entier commençait à parler de ses découvertes. En l'espace de 4 ans, elle a maintenant découvert 2 nouveaux éléments. Encore plus important, elle a montré que cette étrange manifestation qu'est la radioactivité est une caractéristique de la matière et qu'elle ne concerne pas uniquement une petite substance bizarre, et elle a aussi développé des techniques assez étonnantes pour trouver davantage. C'était le début de l'ère où les éléments étaient identifiés par leur potentiel radioactif. La même technique allait bientôt être utilisée par d'autres personnes afin d'identifier de nouveaux éléments radioactifs. En 1903, Marie Sklodowska-Curie devint la première femme scientifique en France recevant un doctorat. Dès lors, c'était évident, la radioactivité était une découverte scientifique cruciale qui méritait d'être reconnue comme telle. Il n'y avait aucun doute sur le fait que Marie avait fait la plus grande partie de ce travail. Et néanmoins, quand arriva le moment de la récompenser, le mérite faillit revenir à d'autres personnes. Un bon nombre de célèbres scientifiques français désignèrent Pierre Curie et Henri Becquerel pour recevoir le prix Nobel en 1903. Cette lettre ne citait pas du tout Marie Curie, alors même que l'un de ses auteurs était Gabriel Lippmann.
C'est assez incroyable quand on pense que Gabriel Lippmann était son professeur, son tuteur. C'était lui qui présenta le tout premier document de Marie à l'Académie. Par conséquent, il savait l'importance qu'elle avait eue dans ce travail et à quel point elle avait été au cœur de ses découvertes. Et pourtant, ce kabbaliste français la laissa de côté. L'idée comme quoi elle pouvait devenir une scientifique importante ne leur venait tout simplement pas à l'esprit. Elle était totalement invisible. Pierre, et on lui doit tout le mérite pour ça, se retourna et dit « Je ne pouvais pas concevoir cette idée. J'aidais dans le travail, mais c'était grâce à quelqu'un d'autre que tout cela fut possible. Et cette personne est Marie Curie. » Pierre était inflexible sur le fait que Marie devait être incluse. Il répondit immédiatement en écrivant et dit « Ne serait-ce pas mieux d'un point de vue artistique que ce soit Marie Curie et moi qui soyons récompensés de ce prix Nobel ?» Finalement, Marie partagea effectivement le prix Nobel avec Pierre et Henri Becquerel. Elle en gagnera un second elle seule. Mais le vrai prix était la substance magique pour laquelle elle allait toujours être connue. Lors de certaines nuits, les Curie s'arrêtaient au laboratoire pour admirer l'élément que Marie appelait « mon enfant ». Ils arrivaient dans la rue Laumont, Pierre mit la clé dans la serrure, la porte grinça, leur permettant d'entrer dans leur monde. F. Curie décrit, dans la biographie de sa mère, l'émerveillement des Curie alors qu'ils rentrèrent dans leur laboratoire une nuit et virent ces fioles briller. On pouvait voir des lueurs de toutes parts, suspendues dans l'obscurité comme de faibles lumières de guirlandes électriques. Te rappelles-tu du jour où tu m'as dit « J'aimerais que le radium ait une belle couleur » ? Le radium avait quelque chose de mieux qu'une belle couleur. C'était naturellement lumineux. Le fait que le radium brille dans l'obscurité paraissait magique, mais c'était aussi très perturbant, parce que ça semblait presque violer une certaine loi fondamentale de la physique. Les scientifiques savaient depuis longtemps que la lumière était un certain type d'énergie. Ainsi, si vous distillez quelque chose et que ça brille soudainement dans l'obscurité, vous avez à vous poser une question. D'où est-ce que cette énergie provient-elle? Ça ne change pas de forme, ça n'interagit pas avec l'environnement pour en récupérer de l'énergie, mais ça ne fait que briller infiniment, et nous n'avions aucune idée de pourquoi cela se passait ainsi. C'est Marie qui eut l'éclair de compréhension. Peut-être que certaines matières changeaient de l'une à l'autre, leurs atomes se cassant et libérant de l'énergie pendant le processus. Cette théorie de la provenance de cette énergie est très séduisante. Cela explique très bien la radioactivité. Mais c'était une idée que beaucoup de chimistes refusaient d'admettre. Dites-moi s'il vous plaît, combien y a-t-il de sels de radium sur la Terre entière? Quelques grammes. Sur cette base très fragile, ils veulent remettre en question notre compréhension de la nature de la matière. Même les Curie étaient réticents à l'idée que ça puisse être ainsi. Les Curie eux-mêmes voulaient se convaincre que les éléments étaient immuables et invariables dans la nature. L'idée comme quoi il pouvait y avoir une transmutation d'un élément à un autre était très perturbante, même pour Marie au début. Mais les découvertes des Curie inspirèrent d'autres personnes dans le monde entier à poursuivre cette théorie audacieuse. L'idée, finalement résumée d'une seule façon commune, était que l'énergie venait en réalité de la désintégration de ces atomes eux-mêmes. La radioactivité était un signe comme quoi l'atome lui-même était instable, qu'il pouvait se séparer en plusieurs morceaux. Cette découverte impliqua quelque chose d'encore plus profond. Jusqu'alors, la plupart des scientifiques croyaient que les atomes étaient les plus petites unités de la matière, des masses solides impossibles à casser. Mais si la radioactivité correspondait à la désintégration des atomes, il devait y avoir d'encore plus petits morceaux à l'intérieur qui attendaient d'être découverts. Grâce à cette expatriée polonaise, cette doctorante, cette jeune mère, les scientifiques qui espéraient résoudre le mystère de la matière avaient maintenant une nouvelle question urgente à laquelle répondre. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un atome? Dans le prochain épisode, il y a une quantité fondamentale dans l'atome qui augmente à intervalles réguliers quand on passe d'un élément au suivant. Je pense qu'il a dû être étonné. Phil! Les Allemands ont divisé l'atome d'uranium. Cyborg trouva comment le transformer en un nouvel élément, le plutonium. Peu importe ce que vous faites avec le reste de votre vie, rien ne sera plus important que le travail mené sur ce projet. Il changera le monde.
La plupart de l'argent récolté pour le mystère de la matière, la recherche des éléments, a été fourni par la Fondation nationale pour la science, où les découvertes ont commencé. L'argent supplémentaire récolté provient dédié à renforcer le futur de l'Amérique au moyen de l'éducation et de ce qui suit. Pour apprendre davantage sur la recherche des éléments et regarder des vidéos bonus sur les caractéristiques des scientifiques rencontrés, visitez la page web qui s'inscrit sur l'écran. Le mystère de la matière, la recherche des éléments est disponible en DVD. Rendez-vous sur le site internet shoppbs.org ou appelez au 1-800-PLAY-PBS. Pour moi, Marie Curie est une histoire de persévérance. Elle dit juste « Hey, tu n'aimes pas ce que je fais? Je vais juste travailler plus dur et prouver que vous avez tort. » Il y a beaucoup à raconter depuis le début sur elle et sur sa volonté à se tenir à ce qu'elle a prévu. C'est si touchant et magique. Son courage tout au long de sa vie est une inspiration énorme pour tous, mais surtout pour les femmes. Elle était bien entendu une inspiration pour moi. Je suis d'une génération où ce n'était pas encore totalement à la mode d'être scientifique. Et voici une femme qui avait réussi à l'être. Et pas seulement à être une scientifique, mais aussi une mère, un membre d'une communauté. C'est très difficile d'avoir tous ces rôles à la fois. Elle était capable de faire cela et au fur et à mesure que des femmes frappaient à la porte du monde des sciences, elle pouvait se rappeler l'exemple de Marie et se dire « Bien, peut-être que je peux aussi y arriver ». Si vous semblez un peu différent, si vous êtes d'un autre sexe, si vous êtes d'une autre ethnie, il y a beaucoup de barrières à franchir, mais vous faites ce que Marie a fait, c'est-à-dire vous faites profil bas et vous travaillez plus dur. L'héritage de Marie est varié. Elle changea les notions ou les vérités bien ancrées à propos de comment semblait fonctionner le monde, à propos de la constitution de l'univers. Elle remit en cause la notion inébranlable et généralement admise de qui pouvait contribuer en sciences, de qui pouvait faire des sciences. Elle montra par exemple qu'il pouvait y avoir toutes sortes de personnes faisant de la science conséquente et époustouflante, et qu'un grand nombre de personnes pouvaient avoir une influence dans le but de poursuivre le mystère de la matière.